Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Voici à présent notre bulletin d'information. Eh bien, la marche de Jérusalem qui se tenait chaque année à Montréal n'aura pas lieu cette année. Donc, le parcours qui avait commencé par 26 kilomètres de marche à travers les rues de Montréal et sur le Mont-Royal et qui a attiré des milliers de participants, eh bien, cette marche a été reportée d'une part parce que le nombre de participants a baissé au cours des dernières années, mais également parce que la fédération CGA, qui l'organise depuis 40 ans, a estimé qu'il y avait trop d'événements communautaires d'importance durant le mois de juin. C'est la raison pour laquelle cette marche, qui était recherchée par beaucoup de communautaires, a été reportée. Il semble que ça ne sera le fait que d'une année et que l'année prochaine, la marche aura lieu. Cette marche de Jérusalem vise à démontrer la fierté pour Israël qu'éprouvent les Juifs du Canada et elle sert à recueillir des fonds pour le centre Bronfman pour l'expérience en Israël, c'est-à-dire pour effectuer des voyages de connaissance d'Israël. Le centre Seagal de Montréal, c'est un centre artistique juif, eh bien, perd sa directrice générale, Manon Gauthier. Celle-ci a décidé donc de remettre sa démission et cela a été ressenti apparemment comme une onde de choc dans la communauté. Madame Gauthier, qui a été nommée il y a moins de 3 ans et demi pour compléter la tâche de grandir et de positionner le centre Seagal et de faire la promotion du leadership culturel dans la communauté, a décidé d'aller entreprendre une nouvelle carrière. Madame Gauthier, qui est arrivée après Monsieur Alvin Seagal, après une carrière de 20 ans en communication en affaires publiques, a supervisé un budget de l'ordre de près de 5 millions de dollars. Madame Gauthier, parfaitement bilingue, s'est forcée de renforcer les liens entre le centre Seagal et les larges sphères culturelles du Québec, anglophones et francophones, et elle a tenté de trouver un plus grand soutien financier de l'entreprise, des entreprises privées et du gouvernement. C'est la deuxième perte d'un haut dirigeant au centre Seagal en autant d'années. L'Alliance israélite universelle a honoré un remarquable éducateur de Montréal, Monsieur Edmond Elbaz. Celui-ci vient de recevoir l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées par la France, c'est-à-dire le grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Monsieur Edmond Elbaz a pendant 38 ans assumé plusieurs fonctions importantes au cours de sa fructueuse carrière dans le monde de l'éducation et il se trouve être un promoteur de la langue française. 4 ans après avoir pris officiellement sa retraite, M. Edmond Elbaz a repris du service l'année dernière auprès des écoles GPPS Bialik. Il y assume de nouveau la fonction de directeur des études françaises. Il est aussi conseiller auprès du président de l'Alliance israélite universelle du Canada, M. Ralph Benatar. Eh bien, avis aux intéressés, il y aura la production du violon sur le toit à Côte-Saint-Luc. La production du Côte-Saint-Luc Dramatic Society a annoncé, n'est-ce pas, la production de la pièce Le violon sur les toits du 5 au 9 juin avec Anissa Cameron comme directrice chorégraphe. 23 des 55 rôles étaient remplis par ses anciens élèves de l'école Bialik. Par contre, le reste, les autres participants, sont des surprises. Il semble que la mère d'une des étudiantes, Callie Ray, se soit présentée aux auditions et aurait complètement bafoué les spectateurs, incluant Madame Anison Cameron. Cette Madame Ray aurait participé dans la conception des costumes en arrière de la scène et n'aurait pas performé depuis une douzaine d'années, semble-t-il, ce qui a provoqué sa colère. Cette pièce, du violon sur le toit, réunit maintenant avec Sam Stein, un vétéran de 47 ans de l'organisation, et il y aura également un orchestre de 7 instrumentistes sous la direction de David Thériault, qui a redonné à toutes les chansons connues
de ce spectacle la même vie, la même vigueur. Donc on se procure des billets pour le violon sur les toits en appelant à Ville de Côte-Saint-Luc au 514-485-6806 extension 2024 ou dans les établissements municipaux en ligne à CSL Dramatic Society D-R-A-M-A-T-I-C Society S-O-C-I-E-T-Y.com. Donc le violon sur le toit à ne pas manquer. Passons maintenant à la nomination d'une femme rabbin. Eh bien oui, à la synagogue reconstructionniste qui se trouve dans le Nouveau Hampstead. Elle va accueillir de nouveaux membres du clergé. Il s'agit du rabbin ou rabbinite Julia Harpel, diplômée de l'université d'Harvard. Elle va se joindre au mois d'août au personnel de la synagogue reconstructionniste d'Orchet Emet comme éducatrice de la synagogue. Le rabbin Ron Hagen, chef spirituel de la congrégation depuis 1967, a déclaré, je cite, « Julia sera un choix naturel pour notre approche humaniste du judaïsme. Le rabbin Appel, ou la rabbinite, on ne sait plus comment il faut la nommer, qui est venu à Montréal il y a 2 ans pour servir comme rabbin au temple Emmanuel Beth Shalom, poursuivra sa mission en gérant la programmation de fêtes, d'autres services des grandes fêtes et les programmes pour enfants et familles, y compris l'éducation informelle du Shabbat matin, des services de prière familiale et l'éducation pré-bar mitzvah. On voit de plus en plus de femmes rabbins dans les mouvements réformistes et reconstructionnistes. Revenons encore aux plaintes qui sont déposées contre la société Radio-Canada. Eh bien, 2 groupes pro-israéliens du Québec ont été outrés par certaines déclarations de la journaliste Judith Lamarche de Radio-Canada. Ils se sont plaints à Radio-Canada pour l'utilisation du terme prisonnier politique, qui décrivait les terroristes détenus dans les prisons israéliennes. Les groupes, dont le CIJA, disent qu'il est impératif que les rapports sur le conflit israélo-palestinien évitent les mots qui induisent en erreur, qui prêtent une apparence de partialité ou donnent l'impression de façonner les nouvelles plutôt que de les rapporter. Ils se sont plaints de 4 cas depuis l'automne dernier, lorsque la journaliste Judith Lamarche, qui est représentante de Radio-Canada à Jérusalem, a utilisé ces termes. Suite à cette lettre, la journaliste s'est faite reprocher, n'est-ce pas, d'avoir négligé de mentionner la nature du crime commis par un prisonnier. Il s'agit de la 10e réprimande émise à son encontre durant sa couverture du Moyen-Orient. La plupart des plaintes proviennent de CIJA, du HRC, mais ici, ils ont validé le terme employé par Madame Lamarche. Du monde juif à présent, eh bien, le musée d'Auschwitz enrichi d'illustrations inédites faites par des déportés. Le musée de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, installé par l'Allemagne nazie dans le sud de la Pologne, s'est enrichi de mémoires illustrées inédites de 3 détenus polonais de ce camp. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du musée, M. Bartizel. Les mémoires, contenant 9 illustrations, ont été transmises il y a quelques jours par la veuve d'un soldat américain qui avait participé à la libération en 1945 du camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. C'est d'ailleurs à cet endroit que les 3 détenus avaient été transférés d'Auschwitz par les nazis. Le lieutenant Clifford Hansel avait reçu ces mémoires en cadeau avec une dédicace des auteurs en signe de reconnaissance pour l'aide aux Polonais. Selon Madame Eleanor Hansel, qui vit aujourd'hui en Californie, son mari, rentré aux États-Unis, n'a jamais voulu revenir sur les événements tragiques dont il fut témoin lors de la libération des camps. Après sa mort, en 2008, sa veuve a découvert les mémoires et a décidé de les transmettre au musée d'Auschwitz. Elle pense que c'est le meilleur endroit au monde pour ces mémoires. Les illustrations, qui montrent notamment des chambres à gaz et une scène de pendaison d'un prisonnier, ont été faites à l'encre noire ou en aquarelle sur des feuilles de papier. Il existait à Auschwitz un atelier de dessin
créé en octobre 1941 par le commandant du camp Rudolf Höss, où des prisonniers peintres, dessinateurs professionnels ou amateurs, réalisaient des commandes pour les nazis. Mais en dehors, les déportés n'avaient pas le droit de dessiner. S'ils le faisaient, c'était au péril de leur vie, sur des morceaux de carton, des pages de cahiers ou du papier d'emballage. Les mémoires font maintenant l'objet des travaux de conservation et d'analyse. Est-il besoin de rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1 100 000 personnes, dont 1 million de juifs, ont été tués par les nazis dans les seuls camps d'Auschwitz-Birkenau entre 1940 et 1945. Les autres victimes furent surtout des Polonais non juifs, des Roms et des prisonniers de guerre soviétiques. Par ailleurs, des imams musulmans ont rencontré des survivants de l'Holocauste à Varsovie. Des imams venus d'une dizaine de pays ont rencontré à la synagogue de Varsovie des survivants de l'Holocauste dans le cadre d'un programme consacré à la mémoire des génocides et à la prévention des crimes contre l'humanité. Ils ont déclaré qu'ils avaient aussi rencontré des gens qui ont enduré l'Holocauste, ainsi que les héros qui les ont sauvés au risque de leur vie. C'est ce qu'a déclaré l'imam Mohamed Majid, président de la Société islamique d'Amérique du Nord. Plus de 90% des 3 300 000 juifs qui habitaient en Pologne avant la Deuxième Guerre mondiale ont péri sous l'occupation de ce pays par l'Allemagne nazie entre 1939 et 1945. Les cadavres d'enfants partout dans les rues du ghetto, on ne pourra jamais oublier cela, a dit aux imams Marian Kalwari, 83 ans, un juif polonais rescapé du ghetto de Varsovie alors qu'il était encore un enfant. Il a déclenché, tenez-vous bien, des larmes chez les visiteurs musulmans. Sur un total de 24 811 personnes honorées par le mémorial Yad Vashem érigé en Israël pour avoir sauvé des juifs du génocide nazi, figurent près de 6 400 Polonais non juifs. Rappelons que les chefs religieux originaires de Bosnie, d'Inde, d'Indonésie, de Jordanie, du Maroc, du Niger, des territoires palestiniens, d'Arabie Saoudite, de Turquie et des États-Unis ont visité le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, installé par les nazis dans le sud de la Pologne, où plus d'1 million de personnes, principalement des juifs, ont péri. Plus tôt, le groupe avait visité à Varsovie le nouveau musée de l'histoire des Juifs de Pologne, où une exposition est en cours de préparation sur la coexistence millénaire entre Juifs et Polonais avant l'Holocauste. Et voilà qui met un terme à notre bulletin d'information. Nous vous remercions de votre écoute. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Bonne journée à vous tous.